La voix d'Anaïs résonne dans mon bureau comme une accusation. Elle me pointe du doigt, hystérique, les yeux brillants de rage. Ma fille Noémie se tient derrière elle, pâle, tremblante, me regardant comme si j'étais un monstre. Elles viennent de faire irruption ici, devant mes collègues, pour m'humilier publiquement, pour me faire passer pour la mère toxique qui contrôle sa fille adulte, qui sabote ses rêves, qui l'empêche de vivre. Mais elles ne savent pas. Elles ne savent pas ce que contient cette chemise noire que j'ouvre lentement sur mon bureau. Avant de continuer, je dis d'une voix que je m'efforce de garder calme. Vous devriez lire ceci. Anaïs fronce les sourcils, méfiante. Noémie s'approche, les jambes chancelantes. Je sors les premiers documents. Des relevés bancaires, au nom de ma fille. 43 000 € de dette. Le visage de Noémie devient cendreux. Qu'est-ce que... Je ne comprends pas. Continue à lire. Les pages suivantes défilent sous ses yeux horrifiés. Des contrats de crédit qu'elle n'a jamais signés. Des captures d'écran de conversation où Anaïs se vante auprès d'autres amis. J'ai bien ferré la fille de l'architecte. Encore une qui croit au rêve Instagram. Dans 3 mois, je passe à la suivante. Noémie porte la main à sa bouche. Ses jambes vacillent. Elle cherche mon regard, puis celui d'Anaïs, ne comprenant plus rien. Et enfin, je sors le dernier document. Le récépissé de dépôt de plainte, déposé il y a 3 semaines au commissariat central de Bordeaux, pour usurpation d'identité et escroquerie. Le silence qui suit est assourdissant. Anaïs comprend la première. Son visage se décompose. Elle fait un pas vers la porte, mais 2 agents de sécurité bloquent déjà le passage. Je les avais fait appeler discrètement avant qu'elle n'entre. Parce que je savais que ce moment viendrait. Noémie s'effondre sur une chaise, les documents tremblants entre ses mains. Elle sanglote sans bruit, le corps secoué de spasmes. Pendant 6 mois, elle m'a détestée. Elle m'a traitée de contrôlante, d'égoïste, de jalouse. Elle a coupé les ponts, refusé mes appels, évité nos dimanches ensemble. Tout ça parce qu'Anaïs lui avait fait croire que j'étais l'ennemi. Mais pendant ces 6 mois, moi, je travaillais. J'ai engagé un enquêteur privé. J'ai rassemblé chaque preuve, chaque relevé bancaire, chaque témoignage d'autres victimes. J'ai découvert qu'Anaïs utilisait l'identité de Noémie pour contracter des crédits, souscrire à des abonnements ruineux, ouvrir des comptes frauduleux. Elle avait volé les documents de ma fille sous prétexte de l'aider à créer son compte professionnel. Elle avait redirigé tous les courriers des banques vers une boîte postale à son nom. Elle avait méthodiquement ruiné ma fille sans que celle-ci ne s'en aperçoive. Et pendant tout ce temps, Noémie me haïssait, me croyait toxique, prenait le parti de son bourreau contre sa propre mère. Anaïs tente de fuir, mais les agents la retiennent fermement. « C'est n'importe quoi. Ce sont des faux. Vous êtes jalouse de moi, vous. » La police arrive dans 5 minutes. Je l'interromps calmement. « J'ai appelé le lieutenant Marchand, juste avant que vous n'entriez. Elle connaît déjà le dossier. Vous êtes libre de partir, mais je doute fortement que ce soit dans votre intérêt. » Noémie relève enfin la tête vers moi. Ses yeux sont rouges, gonflés, remplis d'une incompréhension déchirante. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?»« Parce que tu ne m'aurais pas cru. C'est la vérité. Si je l'avais confrontée il y a 3 mois, elle m'aurait ri au nez. Elle aurait cru Anaïs, qui l'aurait convaincue que j'inventais tout pour les séparer. Il fallait que les preuves soient irréfutables. Il fallait que ma fille voie de ses propres yeux l'ampleur de la manipulation. Il fallait qu'elle touche le fond pour comprendre qu'elle était en train de se noyer. » Anaïs se tourne vers Noémie, tentant une dernière manœuvre. « Noémie, dis-lui que je t'ai aidée, que c'était pour ton bien, pour ta carrière. »« Pour ma carrière ?» La voix de ma fille est rauque, brisée. « Tu as contracté 40 000 € de dette en mon nom. Tu as volé mon identité. Comment ça pourrait être pour mon bien ? Mais on allait tout rembourser avec les partenariats. Je te l'avais expliqué. Tu ne m'as rien expliqué du tout. » Noémie se lève, chancelante mais debout. Quelque chose en elle s'est redressé. « Tu m'as menti. Tu m'as manipulée. Tu as fait de moi ta marionnette. » Le regard d'Anaïs se durcit.
Toute trace de charme disparaît. Tu n'es qu'une idiote, Noémie. Une petite fille à maman qui n'aurait jamais rien fait de sa vie sans moi. Tu crois que tu vaux quelque chose ? Tu n'es rien. Je t'ai créé. Et maintenant tu me craches dessus parce que maman a joué les détectives ? Sors d'ici, murmure Noémie, avant que la police arrive. Parce que si je te revois, je ne réponds plus de moi. On entend des sirènes au loin. Elles se rapprochent. Je reste debout près de mon bureau, calme, les mains posées sur la chemise noire qui contient 3 mois d'enquête minutieuse. 3 mois à rassembler des preuves pendant que ma fille me détestait. 3 mois à me demander si j'avais raison de fouiller dans sa vie, de franchir cette ligne entre protection et intrusion. Mais maintenant, en voyant les larmes de Noémie, en voyant le masque d'Anaïs tomber définitivement, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Parce qu'être mère, ce n'est pas toujours être aimée. C'est parfois être détestée pour protéger son enfant d'elle-même. Les policiers entrent dans mon bureau. Le lieutenant Marchand me salue d'un hochement de tête professionnel. Elle se tourne vers Anaïs. « Mademoiselle Vernet, vous allez devoir nous suivre. » Anaïs lance un dernier regard venimeux vers moi. Mais je ne bronche pas. J'ai appris, en 27 ans d'architecture, qu'on ne construit rien de solide dans la précipitation. Les fondations exigent de la patience, de la vigilance et parfois du courage pour poser les bonnes pierres au bon moment, même si ces pierres pèsent des tonnes, même si elles nous brisent le cœur en les portant. Noémie s'effondre à nouveau sur la chaise. Je m'approche doucement, sans la toucher, lui laissant l'espace dont elle a besoin. Elle pleure en silence, le visage enfoui dans ses mains. « Je suis désolée, maman », murmure-t-elle entre 2 sanglots. « Je suis tellement désolée. »« Je sais, ma chérie, je sais. » Mais je ne lui dis pas que je lui pardonne, parce qu'il n'y a rien à pardonner. Elle a été victime, manipulée, brisée par quelqu'un de beaucoup plus expérimenté qu'elle dans l'art de la trahison. Mon travail, maintenant, ce n'est pas de la juger, c'est de l'aider à se reconstruire, pierre par pierre, jour après jour, avec cette patience silencieuse qui c'est la seule véritable preuve d'amour. Voilà comment tout a explosé. Voilà comment ma fille a découvert qu'elle vivait depuis 6 mois dans un mensonge total. Et voilà comment j'ai dû choisir entre être aimée et être une mère. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Parce que la vraie question n'est pas de savoir comment on survit à une trahison. C'est de savoir comment on se reconstruit après. Et ça, c'est une toute autre bataille. Je me souviens du jour où j'ai compris que ma fille m'échappait. C'était un mardi après-midi de mars, l'un de ces jours où Bordeaux hésite entre l'hiver finissant et le printemps timide. La lumière filtrait à travers les hautes fenêtres de mon bureau avec cette qualité particulière qu'ont les ciels aquitains, douce, presque laiteuse, comme si le soleil lui-même se méfiait encore de s'affirmer pleinement. J'étais penchée sur les plans d'une bibliothèque municipale à Mérignac, traçant au crayon les courbes d'une verrière qui devait capturer cette lumière précise, lorsque mon téléphone a vibré. Un message de Noémie. Court, froid. Je ne viendrai pas dimanche. J'ai des projets. Pas de point d'interrogation, pas d'excuses, pas même un emoji comme elle en parsemait autrefois ces messages, ces petits cœurs ou ces visages souriants qui ponctuaient notre complicité numérique. Juste cette phrase sèche, cette porte qui se fermait avec un claquement sourd dans ma poitrine. J'ai posé mon crayon. Par la fenêtre, je voyais la place de la Bourse s'animer doucement. Des touristes photographiaient le miroir d'eau. Des adolescents faisaient du skateboard malgré les panneaux d'interdiction. Une femme promenait un teckel qui reniflait chaque pavé avec application. La vie continuait, indifférente à ce léger séisme intérieur qui venait de me secouer. Ce n'était pas le premier dimanche manqué. Depuis 6 mois, Noémie trouvait des prétextes de plus en plus nombreux pour éviter nos rituels. Le marché des Capucins, où nous achetions des fromages, chez le même affineur depuis 15 ans. Le déjeuner chez moi, dans mon appartement de la rue Sainte-Catherine, où je préparais toujours ce gratin dauphinois qu'elle adorait enfant. Les promenades le long des quais, lorsque la Garonne prenait cette teinte bronze sous le soleil couchant. Mais ce mardi-là, quelque chose dans ce message m'a frappé différemment. Le ton, l'absence totale de chaleur, comme si j'étais devenue une obligation dont on se débarrasse
une corvée administrative qu'on repousse indéfiniment. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. En bas, un couple se disputait près d'un arrêt de tramway. La femme gesticulait, l'homme regardait ailleurs, les mains dans les poches. J'ai pensé à Philippe, le père de Noémie, parti quand elle avait 3 ans pour accepter un poste d'ingénieur à Paris. Il me regardait comme ça aussi, vers la fin, ailleurs, toujours ailleurs, comme si j'étais un paysage qu'il avait fini d'explorer. Il envoyait encore des chèques pour l'anniversaire de Noémie, accompagnés de cartes génériques, achetées à la dernière minute dans une gare. Elle les rangeait sans les lire. Mon téléphone a vibré à nouveau. J'ai espéré bêtement que ce soit elle, qu'elle ajoute quelque chose, un mot qui adoucirait le coup. Mais c'était Marc-Antoine, mon associé, qui me demandait si j'avais validé les modifications sur le projet de Pessac. J'ai répondu par un emoji pouce levé. Ironie du sort. Et j'ai rangé mon téléphone. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai pris le chemin long, celui qui passe par la cathédrale Saint-André. J'aime marcher dans Bordeaux, à cette heure-là, quand les bureaux se vident et que la ville reprend son souffle. Les façades en pierre blonde absorbent les dernières lueurs du jour et les restituent avec une douceur presque nostalgique. J'ai traversé la place Peiberland, contourné la tour qui se dresse comme un doigt pointé vers le ciel, et je me suis arrêtée un instant devant le portail de la cathédrale. Je ne suis pas particulièrement pratiquante. Ma mère l'était, elle qui portait toujours une médaille de la Vierge autour du cou et allumait des cierges pour un oui ou pour un non. Mais elle est morte quand Noémie avait 7 ans, et depuis, je n'entre dans les églises que pour leur architecture. Pourtant, ce soir-là, j'ai poussé la lourde porte et je suis entrée. L'intérieur était presque vide. Une femme âgée priait dans une chapelle latérale, les lèvres remuant en silence. Un homme en costume lisait un guide touristique d'un air distrait. Je me suis assise sur un banc au fond, dans la pénombre fraîche qui sentait l'encens et la cire refroidie. Au-dessus de moi, les voûtes gothiques s'élevaient vertigineusement, soutenues par des piliers qui semblaient défier la gravité. J'ai pensé aux bâtisseurs médiévaux, à leur foi inébranlable qui leur permettait d'édifier de telles structures, sans les calculs modernes, sans les logiciels de modélisation 3D que j'utilise quotidiennement. Ils construisaient pour des générations qu'ils ne verraient bien jamais, pour une gloire qui ne serait pas la leur. Je me suis demandé si j'avais construit les bonnes fondations avec Noémie, si j'avais été trop présente ou pas assez, si en voulant la protéger après le départ de Philippe, je n'avais pas étouffé quelque chose en elle. Je n'ai pas prié, je ne saurais même pas quoi demander. Mais je suis restée assise là, dans ce silence plein de chuchotements anciens, jusqu'à ce que la lumière qui traversait les vitraux s'éteigne complètement. C'est 3 semaines plus tard que j'ai rencontré Anaïs pour la première fois. Noémie m'avait enfin accordé un déjeuner, pas chez moi, mais dans un bistrot qu'elle avait choisi, un endroit branché près de la gare Saint-Jean, qui servait des avocado toast à 15 € et des cafés flat white que les serveurs prononçaient avec un accent français appuyé. J'étais arrivée en avance, comme toujours. J'avais choisi une table près de la fenêtre et commandé une carafe d'eau en attendant. Noémie est arrivée avec 20 minutes de retard, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est qu'elle n'était pas seule. La jeune femme qui l'accompagnait était exactement le genre de personne que je m'attendais à détester instinctivement. Et je me suis détestée pour cette pensée immédiate et mesquine. Grande, mince, vêtue d'un tailleur crème impeccable qui devait coûter 3 fois mon loyer, elle dégageait cette assurance artificielle des gens qui passent leur vie devant un objectif. Ses cheveux blonds étaient coiffés en un chignon savamment désordonné. Ses ongles, d'un rose pâle parfait, tapotaient l'écran de son téléphone avec une régularité de métronome. « Maman, je te présente Anaïs », a dit Noémie avec un enthousiasme que je ne lui avais pas entendu depuis des mois. « C'est elle dont je t'ai parlé, mon mentor. » Mentor. Le mot a résonné étrangement dans ma tête. Noémie avait 26 ans et avait abandonné ses études de communication après 3 années chaotiques. Quel genre de mentor pouvait bien l'aider maintenant ? Anaïs a levé les yeux de son téléphone et m'a gratifié d'un sourire éclatant, parfaitement calibré. « Enchantée, Madame Duchamp.
Noémie me parle tellement de vous. Architecte, c'est fascinant. J'adore l'architecture. J'ai fait un shooting l'année dernière dans un loft industriel à Bacalan. C'était incroyable. J'ai serré la main qu'elle me tendait. Sa poigne était molle, ses doigts poils froids, malgré la chaleur du bistrot. « Appelez-moi Sylviane », ai-je dit poliment. « Et vous travaillez dans quel domaine ?»« Oh, je suis créatrice de contenu, influenceuse, si vous préférez les termes modernes. » Elle a ri, un rire cristallin et étudié. Je gère plusieurs marques sur Instagram. Je fais du conseil en personal branding, ce genre de choses. C'est un métier d'avenir, vous savez. Les entreprises traditionnelles ne comprennent pas encore le pouvoir des réseaux sociaux. Mais ça vient. J'ai hoché la tête sans répondre. Noémie nous observait avec une attention presque anxieuse, comme si elle attendait que nous nous apprécions mutuellement, que nous validions réciproquement nos existences. Le déjeuner a été long et inconfortable. Anaïs monopolisait la conversation, racontant des anecdotes sur ses collaborations avec des marques de cosmétiques, ses voyages à Monaco et à Cannes, ses projets de développement personnel. Elle parlait vite, avec cet enthousiasme forcé des vendeurs de rêves. Noémie buvait ses paroles, hochait la tête, riait au bon moment. Elle ne me regardait presque pas. À un moment, Anaïs a posé sa main sur celle de ma fille. Noémie a tellement de potentiel, vous savez. Je l'aide à construire son personal branding. Dans 6 mois, elle aura son propre compte sponsorisé. Mais il faut investir. C'est comme dans votre domaine, n'est-ce pas, Sylviane ? On ne construit rien sans fondation. Elle utilisait mon prénom avec une familiarité déplacée, comme si nous nous connaissions depuis des années. Et cette métaphore architecturale sonnait faux dans sa bouche, récitée plutôt que comprise. Les fondations demandent du temps, ai-je répondu calmement. Et de la patience. On ne peut pas précipiter la solidité. Anaïs a souri, mais quelque chose dans son regard s'est durci imperceptiblement. C'est une vision très traditionnelle, mais le monde change vite. Si on ne court pas avec lui, on reste sur place. Noémie a détourné les yeux. J'ai senti qu'elle avait déjà entendu ce discours, qu'elle l'avait intégré comme une vérité révélée. Quand nous nous sommes séparés devant le bistrot, Anaïs m'a embrassée sur les joues. 3 bises, à la mode du Sud-Ouest. Mais ses lèvres n'ont fait que frôler l'air près de mon visage. Noémie m'a serré brièvement contre elle, un geste mécanique. Et elles sont parties ensemble, bras dessus, bras dessous, en riant d'une plaisanterie que je n'avais pas entendue. Je suis restée là, sur le trottoir, à les regarder s'éloigner dans la foule. Le tramway est passé dans un grincement métallique. Un cycliste a failli me renverser. Et j'ai su, avec cette certitude sourde qui précède les catastrophes, que quelque chose de mauvais venait de commencer. Les semaines suivantes ont confirmé mon intuition. Noémie a cessé complètement de répondre à mes appels. Nos échanges se limitaient à des messages sporadiques, toujours brefs, toujours évasifs. Elle était occupée. Elle avait des projets en cours. Elle me rappellerait bientôt. Mais elle ne rappelait jamais. J'ai essayé de ne pas être cette mère intrusive, celle qui traque et surveille. Je me suis plongée dans mon travail, acceptant plus de projets que nécessaire. J'ai redessiné 3 fois la façade d'un musée à Libourne parce que le client changeait d'avis comme on change de chemise. J'ai passé des soirées entières à ajuster des angles, à calculer des charges, à vérifier des normes parasismiques. Tout pour éviter de penser à ce silence qui grandissait entre ma fille et moi. Mais une mère ne peut pas s'empêcher d'observer. C'est un instinct plus ancien que la raison. J'ai commencé à suivre Noémie sur Instagram. Elle avait créé un nouveau compte, esthétiquement parfait, rempli de photos, où elle posait dans des cafés design, devant des murs pastels, toujours impeccablement maquillée, toujours avec ce sourire un peu figé des mannequins. Anaïs apparaissait sur la plupart des clichés, toujours mise en valeur, toujours au centre. Les légendes parlaient de sisterhood, de girl power, de vivre ses rêves. Chaque post récoltait des centaines de likes et des commentaires enthousiastes de comptes au profil vide. Un soir de mai, alors que la chaleur commençait à s'installer sur Bordeaux et que les terrasses se remplissaient de touristes bruyants,
J'ai croisé par hasard une ancienne camarade de Noémie, dans une librairie de la rue Sainte-Catherine. Chloé, une jeune femme douce et intelligente, qui avait étudié avec ma fille avant que celle-ci n'abandonne ses cours. Madame Duchamp. Elle semblait sincèrement heureuse de me voir. Nous avons échangé des banalités sur la météo, sur mes projets, sur ses études de droit qu'elle terminait brillamment. Puis, avec une hésitation visible, elle a ajouté « J'ai vu que Noémie traînait avec Anaïs Vernet. Vous la connaissez ?» J'ai hoché la tête prudemment. Chloé a baissé la voix, comme si nous partagions un secret dangereux. « Faites attention, j'ai une amie qui a été dans son cercle il y a 2 ans. Anaïs lui a proposé de l'aider à lancer son business de bijoux artisanaux. Elle lui a fait souscrire à plein de formations en ligne hors de prix, à acheter du matériel de photo professionnel. Au bout de 6 mois, mon amie avait 15 000 € de dettes et Anaïs était passée à quelqu'un d'autre. Elle fait ça tout le temps, paraît-il. Elle repère des filles un peu perdues. Elle les flatte. Elle les convainc qu'elles vont devenir des stars des réseaux sociaux. Et pendant ce temps, elle les saigne à blanc. Mon sang s'est glacé. Votre amie a porté plainte ? Elle a essayé. Mais Anaïs est maligne. Elle ne laisse jamais de traces écrites. Elle fait tout par téléphone ou en personne. Et puis, mon amie avait honte. Vous savez comment c'est. On se sent idiote de s'être fait avoir. Nous nous sommes séparés peu après. J'ai remercié Chloé. Lui ai demandé de m'appeler si elle apprenait quoi que ce soit d'autre. Elle a promis. Mais son regard disait qu'elle ne le ferait probablement pas. Les jeunes protègent leur génération, même contre elles-mêmes. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures sur mon ordinateur, à chercher des informations sur Anaïs Vernet. Son compte Instagram était une vitrine parfaite. Photos léchées, partenariats avec des marques de seconde zone, témoignages dithyrambiques de clientes satisfaites. Mais quand on creusait un peu, quand on explorait les forums et les groupes Facebook de victimes d'arnaques, son nom revenait régulièrement. Toujours la même histoire. Une jeune femme vulnérable, un rêve de réussite facile, des promesses mirobolantes et au final, des dettes et un silence assourdissant. J'ai pensé appeler Noémie immédiatement, tout lui raconter. Mais je savais qu'elle ne m'écouterait pas. Anaïs avait déjà planté ses graines de méfiance. Si je l'attaquais frontalement, je ne ferais que renforcer l'emprise qu'elle avait sur ma fille. Alors j'ai décidé de faire ce que je sais faire de mieux. Construire un dossier solide, patient, irréfutable, pierre par pierre, document par document. Le lundi suivant, j'ai pris rendez-vous avec Maître Beaumont, un avocat spécialisé en droit bancaire que je connaissais vaguement. Nous avions collaboré sur un litige concernant un promoteur immobilier véreux. Son cabinet se trouvait près du palais de justice, dans un vieil immeuble au parquet qui craquait et aux fenêtres qui donnaient main sur la cour d'appel. « Je vous écoute, Sylviane », a-t-il dit en croisant les mains sur son bureau encombré de dossiers. C'était un homme dans la soixantaine, aux cheveux grisonnants et au regard perçant derrière des lunettes rectangulaires. Je lui ai tout raconté. Noémie, Anaïs, les témoignages que j'avais trouvés en ligne, mes craintes. Il m'a écouté sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai eu fini, il a soupiré. Le problème, c'est que tant que votre fille est majeure et ne se plaint de rien, nous ne pouvons rien faire directement. Mais il a marqué une pause. Si vous soupçonnez une usurpation d'identité ou une fraude bancaire, je peux vous mettre en contact avec un enquêteur privé, quelqu'un de discret et d'efficace. Il pourra vérifier si des crédits ou des contrats ont été souscrits au nom de votre fille à son insu. J'ai accepté immédiatement. 2 jours plus tard, je rencontrai Ludovic Perrin dans un café discret près de la gare. La quarantaine, costume sobre, regard fatigué, mais attentif. Ancien policier reconverti dans le privé. Il m'a posé des questions précises. Le nom complet de Noémie, sa date de naissance, son adresse, les banques où elle avait des comptes. J'ai répondu mécaniquement, en me demandant si je franchissais une ligne, si je trahissais ma fille, en enquêtant ainsi dans son dos. « Ne culpabilisez pas », a dit Ludovic comme s'il lisait dans mes pensées. « Si elle est vraiment victime d'une escroquerie, vous lui rendez service.
Et si je ne trouve rien, vous serez rassurés. Il a trouvé quelque chose. Beaucoup de choses. 3 semaines plus tard, il m'a rappelé pour me demander de passer à son bureau. Quand je suis arrivée, il avait étalé sur sa table une série de documents qui m'ont donné le vertige. Des relevés bancaires, des contrats de crédit, des abonnements à des services haut de gamme. Tout au nom de Noémie. 43 000 € de dettes accumulées en 6 mois. Comment est-ce possible ? Ma voix tremblait. Elle aurait dû recevoir des notifications, des courriers. « Regardez les adresses », a dit Ludovic en pointant un document. Tous les courriers ont été redirigés vers une boîte postale à Talence. Une boîte ouverte au nom d'une société écran, dont Anaïs Vernet est la gérante de fait. Elle a utilisé des photocopies de la carte d'identité de votre fille, probablement volée ou obtenue sous prétexte de l'aider à créer son compte professionnel. Ensuite, elle a souscrit à tout ça en imitant sa signature numérique. J'ai senti mon estomac se nouer. Et Noémie ne sait rien. Apparemment non. Les prélèvements sont présentés comme des investissements dans sa carrière. Anaïs lui a probablement dit que c'était normal, que toutes les influenceuses passaient par là, que ça se rembourserait avec les partenariats Fonavenir. Je me suis assise lourdement. Que puis-je faire ? Ludovic a sorti un autre dossier. J'ai rassemblé toutes les preuves. Vous pouvez déposer plainte dès maintenant. Mais je vous préviens, ce sera long, compliqué et douloureux pour votre fille. Elle devra affronter le fait qu'elle s'est fait manipuler. Psychologiquement, c'est un choc. Et si je ne fais rien, alors les dettes vont exploser, les huissiers vont débarquer, et votre fille sera fichée à la Banque de France pour les 10 prochaines années, sans parler du fait qu'Anaïs recommencera avec quelqu'un d'autre. Tome 1. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec le dossier sous le bras, marchant dans les rues de Bordeaux comme une automate. La ville était belle, sous les lumières de juin, les terrasses pleines de rires et de conversations animées. Mais je ne voyais rien de tout cela. Je ne voyais que les chiffres, les signatures falsifiées, les preuves de la trahison. J'ai passé la nuit à lire et relire chaque document, à reconstituer le puzzle, à comprendre comment Anaïs avait méthodiquement isolé ma fille, gagné sa confiance, puis utilisé son identité comme on vide un compte en banque. Au petit matin, alors que la lumière grise de l'aube envahissait mon salon, j'ai pris ma décision. J'allais déposer plainte, constituer un dossier irréfutable et attendre le bon moment pour tout révéler à Noémie. Pas dans un accès de colère ou de désespoir. Non, avec calme, avec preuve. Avec cette patience que l'architecture m'a apprise, on ne construit rien de durable dans la précipitation. Le mardi suivant, j'ai pris rendez-vous au commissariat central. J'ai déposé une plainte officielle pour usurpation d'identité et escroquerie. L'officier qui m'a reçu, une femme dans la trentaine aux cheveux courts, a parcouru le dossier avec une expression de plus en plus grave. « C'est du solide », a-t-elle fini par dire. « Vous avez fait un excellent travail de documentation. Nous allons ouvrir une enquête, mais je dois vous prévenir. Tant que votre fille ne confirme pas qu'elle n'a pas autorisé ces transactions, la procédure sera plus complexe. Je comprends, mais au moins, il y aura une trace officielle. Si jamais elle réalise ce qui se passe, elle pourra s'appuyer sur cette plainte. » La policière a hoché la tête. En attendant, évitez de confronter directement la suspecte. Laissez-nous faire notre travail. Si elle sent qu'on s'intéresse à elle, elle pourrait détruire des preuves ou disparaître. Je suis sortie du commissariat avec un récépissé de dépôt de plainte dans mon sac. Un petit papier administratif qui pesait des tonnes. Juin s'est écoulé lentement. Bordeaux suffoquait sous une chaleur inhabituelle. Et les journaux parlaient bas de records météorologiques. J'ai continué à travailler, à sourire aux clients, à réviser mes plans. Mais une partie de moi restait en alerte, guettant le moindre signe de Noémie. Un dimanche matin, elle m'a enfin appelée. Sa voix était tendue, presque suppliante. « Maman, j'aurais besoin de te parler de quelque chose. » Mon cœur s'est emballé. « Bien sûr, ma chérie. Tu veux qu'on se voie ? » « Non, Pas tout de suite. C'est juste que... » Elle a hésité. « Tu te souviens de ce vieux carton d'Empresa que tu avais mentionné une fois ? Celui que tu utilisais pour tes déplacements professionnels ?
Un carton corporativo. Je ne me souvenais pas d'en avoir parlé, mais j'ai compris immédiatement où elle voulait en venir. Anaïs avait besoin d'argent, et elle utilisait Noémie comme intermédiaire. Pourquoi tu me demandes ça? C'est juste que... Anaïs et moi, on a un gros projet qui arrive. Une collaboration avec une marque, mais il faut qu'on investisse dans du matériel photo. Et temporairement, on est un peu juste. Si tu pouvais nous prêter ce carton juste pour quelques achats, on te rembourserait dès que... Non. Le mot est sorti plus sèchement que prévu. Il y a eu un silence. Pardon? Je ne peux pas te prêter cette carte, Noémie. Elle est liée à mon cabinet, à des comptes professionnels. Ce serait illégal. Mais tu l'as bien utilisée pour des trucs personnels avant, non? Tu m'avais dit? Je n'ai jamais dit ça. Ma voix était calme, mais ferme. Et même si je l'avais, ce ne serait pas une raison pour... Tu vois comment tu es? Elle criait maintenant. Tu refuses toujours de m'aider. Tu dis que tu veux mon bien, mais dès que j'ai besoin de toi, tu trouves des excuses. Anaïs avait raison. Tu es étouffante et égoïste. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée assise sur mon canapé, le téléphone encore collé à l'oreille, écoutant la tonalité vide. Dehors, des cloches sonnaient. Celle de la basilique Saint-Michel probablement, annonçant la fin d'une messe. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Les rues étaient animées, les familles sortaient des restaurants, des enfants couraient sur les places. La vie normale, la vie simple. Et moi, j'étais là, à regarder ma fille s'enfoncer dans un piège que je ne pouvais pas désamorcer sans détruire notre relation déjà fragile. Mais j'avais les preuves. J'avais déposé plainte. J'avais fait ce qu'il fallait faire. Il ne me restait plus qu'à attendre que la tempête éclate d'elle-même. Le moment est arrivé un jeudi de décembre. Il faisait un froid sec et lumineux. L'un de ces jours d'hiver où Bordeaux semble sculpté dans du cristal. J'étais dans mon bureau, travaillant sur les derniers ajustements d'un projet de rénovation urbaine, quand Mathilde, ma secrétaire, a frappé à la porte avec une expression inquiète. « Sylviane, il y a 2 jeunes femmes dans le couloir. Elles sont assez agitées. Elles disent qu'elles doivent vous voir immédiatement. » J'ai su avant même qu'elle finisse sa phrase. « Faites-les entrer. Et Mathilde, appelez discrètement la sécurité de l'immeuble. Demandez-leur d'envoyer 2 agents, mais qu'ils attendent dans le couloir. » Elle a écarquillé les yeux, mais n'a pas posé de questions. Quelques secondes plus tard, la porte de mon bureau s'est ouverte violemment. Anaïs est entrée en trombe, les yeux brillants de rage, le maquillage parfait craquelé par la colère. Derrière elle, Noémie, plus pâle que je ne l'avais jamais vue, les traits tirés, les mains tremblantes. « Tantei usar o cartão da sua mãe para pagar o jantar e ela cancelou !» a hurlé Anaïs en portugais approximatif, pointant un doigt accusateur vers moi. « Elle nous humilie, vous comprenez ça? On était au restaurant devant tout le monde. Et elle a fait annuler le paiement. Elle te contrôle, Noémie. Elle est toxique. » Je n'ai pas répondu. Je me suis levée calmement. J'ai marché jusqu'à mon bureau et j'ai ouvert le tiroir du bas. À l'intérieur, une épaisse chemise noire que j'avais préparée la veille, pressentant que ce moment viendrait bientôt. J'ai posé la chemise sur mon bureau. « Avant de continuer, » ai-je dit d'une voix posée, « je pense que vous devriez lire ceci. » Anaïs a froncé les sourcils. Noémie me regardait avec une expression indéchiffrable. Peur, confusion, colère mêlée. J'ai ouvert la chemise. Lentement, méthodiquement. Les premières pages m'azétèrent des relevés bancaires, les dettes, les crédits souscrits, les abonnements ruineux. Tout au nom de Noémie. Elle s'est approchée, les jambes chancelantes. Ses yeux ont parcouru les chiffres, les dates, les signatures numériques. Qu'est-ce que... Je ne comprends pas. Continue à lire. Les pages suivantes contenaient les captures d'écran, les conversations entre Anaïs et d'autres jeunes femmes, les vantardises. J'ai bien ferré la fille de l'architecte. Encore une qui croit au rêve Instagram. Dans 3 mois, je passe à la suivante. Le visage de Noémie est devenu cendreux. Sa main s'est portée à sa bouche. Non, non, ce n'est pas. Et enfin, ai-je dit en sortant le dernier document, le récépissé de dépôt de plainte.
déposé il y a 3 semaines au commissariat central de Bordeaux, pour usurpation d'identité et escroquerie. Le silence qui a suivi était assourdissant. Anaïs a compris la première. Son visage s'est décomposé. Elle a fait un pas vers la porte. Mais 2 agents de sécurité bloquaient déjà le passage, prévenus par Mathilde. Noémie, elle, est restée figée, les documents tremblants entre ses mains. Ses lèvres remuaient, sans qu'aucun son n'en sorte. Puis, brutalement, ses jambes ont cédé. Elle s'est effondrée sur une chaise, sanglotant en silence, le corps secoué de spasmes incontrôlables. Je me suis assise à côté d'elle, pas trop près, juste assez pour qu'elle sache que j'étais là. Et j'ai attendu que l'orage passe. Les minutes qui ont suivi la révélation sont gravées dans ma mémoire avec une précision douloureuse. Chaque détail, chaque son, chaque odeur, tout s'est imprimé en moi comme une photographie surexposée. Noémie pleurait toujours, recroquevillée sur la chaise, les mains pressées contre son visage. Ses sanglots n'avaient fait rien de théâtral. C'était un chagrin profond, viscéral, celui qui vient quand on réalise qu'on a été la marionnette d'un spectacle qu'on croyait diriger. Anaïs, elle, s'était figée près de la porte, encadrée par les 2 agents de sécurité. Son visage parfaitement maquillé s'était transformé en un masque de rage contenu. Ses yeux alertent moi aux documents étalés sur le bureau, calculant sans doute ses options. « C'est n'importe quoi !» a-t-elle fini par articuler, sa voix tremblant légèrement malgré son effort pour paraître calme. « Ces documents sont des faux. Vous avez monté un dossier truqué pour me salir parce que vous êtes jalouse de l'influence que j'ai sur votre fille. C'est pathétique. » Je n'ai pas relevé. J'ai simplement sorti mon téléphone et composé un numéro que j'avais enregistré 3 semaines plus tôt. 2 sonneries, puis une voix féminine. « Commissariat central, lieutenant Marchand. J'écoute. Bonjour, c'est Sylviane Duchamp. J'ai déposé plainte il y a quelques semaines pour usurpation d'identité et escroquerie. Le dossier référence PR 2024 11 08 47. La personne mise en cause se trouve actuellement dans mon bureau. Et je pense qu'il serait judicieux que vous envoyiez une patrouille. » Anaïs a pâli. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je n'ai rien fait d'illégal. Vous avez falsifié la signature de ma fille pour contracter 43 000 € de crédit. C'est écrit noir sur blanc dans les documents que voilà. » J'ai désigné la chemise ouverte. Le lieutenant Marchand arrive dans 15 minutes. Vous êtes libre de partir si vous le souhaitez, mais je doute que ce soit dans votre intérêt. Les agents de sécurité se sont rapprochés imperceptiblement. Anaïs a compris qu'elle était piégée. Son regard a cherché celui de Noémie, qui avait enfin relevé la tête, les yeux rougis, le visage défait. « Noémie, dis-lui que je t'ai aidée, que c'était pour ton bien. Tu voulais percer dans les réseaux sociaux. Je t'ai juste donné les outils. » « Les outils ?» La voix de ma fille était rauque, brisée. « Tu as utilisé mon nom. Tu as pris des crédits en faisant croire que c'était moi. J'ai 40 000 € de dette, Anaïs. 40 000 € dont je ne savais rien. Mais c'était pour toi, pour nous. On allait tout rembourser avec les partenariats. Je te l'avais expliqué. Tu ne m'as rien expliqué du tout. » Noémie s'était levée, chancelante, mais debout. « Tu m'as dit que c'était normal d'investir, que toutes les influenceuses faisaient ça. Tu m'as dit de te faire confiance. Et pendant ce temps, tu volais mon identité. » J'ai vu quelque chose se briser définitivement dans le regard d'Anaïs. La colère a remplacé la panique. « Tu n'es qu'une idiote, Noémie. Une petite fille à sa maman qui n'aurait jamais rien fait de sa vie sans moi. Tu crois que tu vaux quelque chose ? Tu n'es rien, rien du tout. J'ai fait de toi un produit. J'ai créé ton image. Et maintenant tu me craches dessus parce que maman a joué les détectives ? » Le silence qui a suivi était glacial. Noémie tremblait de tout son corps, mais elle n'a pas détourné le regard. Quelque chose en elle s'était redressé. Une colonne vertébrale que je croyais brisée. « Sors d'ici !» a-t-elle murmuré. « Quoi ? Sors d'ici, avant que la police arrive, parce que si je te revois une seule fois, je ne réponds plus de moi. » Anaïs a ouvert la bouche pour répliquer, mais un des agents de sécurité a posé la main sur son bras. « Mademoiselle, je pense que vous devriez attendre dehors, dans le couloir. La police ne va pas tarder. » Elle s'est laissée escorter sans résister davantage,
lançant un dernier regard venimeux vers moi, avant de disparaître derrière la porte. J'ai entendu ses talons claquer sur le parquet du couloir, puis plus rien. Noémie s'est rassise lentement, comme une vieille femme épuisée. Je suis restée debout près de la fenêtre, lui laissant l'espace dont elle avait besoin. Dehors, Bordeaux continuait à vivre. Des passants traversaient la place, des pigeons picoraient sur des miettes. Un homme vendait des marrons chauds près du miroir d'eau. Tout était normal et rien ne l'était. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» a finalement murmuré Noémie sans me regarder. « Parce que tu ne m'aurais pas cru. Tu aurais pu essayer. » J'ai essayé. Chaque fois que je te posais des questions sur Anaïs, tu me répondais que j'étais jalouse, que je voulais te contrôler, que je ne comprenais rien au monde moderne. Tu te souviens ? Elle a hoché la tête, les larmes recommençant à couler silencieusement. J'étais tellement stupide. Tu n'étais pas stupide. Tu étais vulnérable. C'est différent. C'est pareil. Non. Je me suis approchée et je me suis assise en face d'elle, gardant quand même une distance respectueuse. La stupidité, c'est choisir de ne pas voir. La vulnérabilité, c'est ne pas avoir les outils pour voir. Anaïs est une prédatrice. Elle repère les gens fragiles. Elle construit une relation de confiance. Et ensuite, elle exploite cette confiance. Tu n'es pas la première. Tu ne seras probablement pas la dernière. Noémie a relevé les yeux vers moi. Comment tu sais tout ça ? Parce que j'ai enquêté pendant des mois, discrètement, en fouillant dans ma vie, en protégeant ma fille. Ma voix s'est durcie malgré moi. Parce que c'est ça, être parent, Noémie. Ce n'est pas juste préparer des gratins dauphinois et acheter des fromages au marché. C'est aussi savoir quand intervenir, même si ça signifie franchir des lignes, même si ça signifie que tu me détesteras pendant un temps. Elle a détourné le regard. Je ne te déteste pas. Peut-être pas maintenant, mais tu l'as fait, pendant des mois. Je sais. Sa voix n'était qu'un souffle. Je suis désolée. Ces 3 mots ont libéré quelque chose en moi. Une tension que je retenais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'elle était là. J'ai senti mes yeux piquer, mais je me suis retenue de pleurer. Ce n'était pas le moment. Noémie avait besoin d'une mère forte, pas d'une mère qui s'effondrait. On a entendu des voix dans le couloir, des pas fermes. La police était arrivée. L'interrogatoire d'Anaïs a duré 3 heures. Le lieutenant Marchand, la femme aux cheveux courts qui m'avait reçue lors du dépôt de plainte, a été d'une efficacité redoutable. Elle a confronté Anaïs aux documents, aux témoignages des autres victimes que Ludovic avait rassemblés, aux relevés bancaires. Anaïs a d'abord nié, puis elle a minimisé, puis elle a essayé de rejeter la faute sur Noémie, prétendant que ma fille était complice. Mais les preuves étaient trop solides. Les signatures numériques analysées par un expert prouvaient qu'elles n'avaient pas été effectuées depuis l'ordinateur de Noémie. Les adresses IP des souscriptions au crédit menaient toutes à l'appartement d'Anaïs à Talence. Les redirections de courrier vers la boîte postale étaient enregistrées officiellement avec sa pièce d'identité. Elle a fini par se taire, bras croisés, regard fixe, murée dans un silence hostile. Noémie, elle, a dû témoigner, raconter comment Anaïs l'avait approchée, comment elle l'avait convaincue qu'elle avait du potentiel, comment elle lui avait demandé une copie de sa carte d'identité pour créer un compte professionnel, comment elle lui avait fait signer des documents qu'elle disait être des contrats de partenariat, mais qui étaient en réalité des autorisations de prélèvement. Chaque mot était une humiliation supplémentaire, un aveu de sa propre naïveté. Quand nous sommes sortis du commissariat, il faisait nuit noire. Bordeaux scintillait sous les illuminations de décembre. Des guirlandes lumineuses accrochées aux façades, des vitrines décorées pour Noël, des sapins installés sur les places. L'air était vif et sec, sentant vaguement la fumée de bois des cheminées. Noémie marchait à côté de moi en silence, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Nous avons longé la Garonne, passant devant les ponts illuminés qui se reflétaient dans l'eau sombre. Des couples se promenaient, des groupes de jeunes riaient bruyamment. La vie normale, la vie simple. « Je peux venir chez toi ce soir ?» a demandé Noémie d'une petite voix. « Bien sûr !»
Nous avons pris le tramway jusqu'à la rue Sainte-Catherine. L'appartement était exactement comme elle l'avait laissé des mois plus tôt. Le même désordre organisé, les mêmes plantes vertes qui débordaient de leur peau, la même odeur de lavande et de papier. Sa chambre était toujours intacte. J'avais lavé les draps la semaine précédente, dans un geste superstitieux, comme si préparer son lit pouvait la faire revenir. Elle s'est assise sur le bord du matelas, regardant autour d'elle avec une expression étrange, comme si elle redécouvrait un lieu oublié. Rien n'a changé. Tu n'es partie que 6 mois. On dirait 10 ans. J'ai préparé du thé, de la verveine, celle qu'elle aimait quand elle était adolescente et ne parvenait pas à dormir avant un examen. Nous nous sommes installés dans le salon, chacune sur un fauteuil, la théière fumante posée sur la table basse entre nous. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» a demandé Noémie en soufflant sur sa tasse. « L'enquête va suivre son cours. Anaïs sera probablement mise en examen. Tu devras témoigner au procès, si ça va jusque-là. Mais Maître Beaumont, mon avocat, pense qu'elle plaidera coupable pour éviter un procès public. Elle a tout à perdre si les médias s'emparent de l'affaire. Et mes dettes ? Elles seront annulées. Puisque tu es victime d'une usurpation d'identité, tu n'es pas responsable des crédits contractés frauduleusement. Ça prendra du temps. Il faudra remplir des dossiers, passer devant des commissions. Mais au final, tu ne devras rien. » Noémie a hoché la tête, mais elle ne semblait pas soulagée. Je me sens tellement sale, comme si j'avais été violée, tu vois. Elle a pris mon nom, ma signature, mon identité, et elle en a fait ce qu'elle voulait. Et moi, pendant ce temps, je l'admirais, je la défendais contre toi. Tu ne pouvais pas savoir. Si, j'aurais pu, si j'avais été moins aveugle, moins désespérée. Désespérée de quoi ? Elle a mis du temps à répondre. Quand elle l'a fait, sa voix tremblait. D'être quelqu'un, d'avoir une vie qui compte. Toi, tu as ta carrière, ton cabinet, tes projets. Papa a sa vie à Paris. Et moi, j'ai quoi ? Des études abandonnées, pas de boulot, pas de projet, rien. Quand Anaïs m'a dit que je pouvais devenir influenceuse, que je pouvais construire quelque chose, j'y ai cru parce que j'avais besoin d'y croire. Mon cœur s'est serré. Tu as toujours compté, Noémie. Même sans carrière Instagram, même sans likes et sans abonnés. Tu comptes parce que tu es toi. Mais qui suis-je ? Elle pleurait à nouveau, doucement cette fois, sans sanglots. J'ai 26 ans et je ne sais même pas ce que je veux faire de ma vie. Je regarde autour de moi et tout le monde semble avoir un but, une direction. Moi, je dérive. J'ai posé ma tasse et je me suis levée pour m'asseoir à côté d'elle. Cette fois, je l'ai prise dans mes bras et elle s'est effondrée contre moi, pleurant comme elle ne l'avait pas fait depuis ses 12 ans. J'ai caressé ses cheveux, murmurant des mots sans importance, juste pour qu'elle sache que j'étais là. On va trouver, ma chérie. Ensemble. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais on va trouver. Et en attendant, tu n'es pas seule. Tu ne seras jamais seule. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Noémie est restée chez moi, dormant tard, mangeant peu, passant des heures à regarder par la fenêtre sans vraiment voir. Je la laissais faire. Elle avait besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé, pour reconstruire quelque chose qui ressemblerait à une confiance en elle-même. Un matin, je l'ai trouvée dans la cuisine, mon ordinateur portable ouvert devant elle. Elle parcourait des sites d'offres d'emploi, notant des références sur un carnet. « Tu cherches du travail ? Je ne peux pas rester ici à ne rien faire éternellement. Et puis, il faut que je me reconstruise. Que je prouve, à moi-même, surtout, que je suis capable de quelque chose. Tu n'as rien à prouver. Si, à moi. Pas à toi, pas à Anaïs, pas à qui que ce soit d'autre. À moi. » J'ai hoché la tête et je l'ai laissé continuer. Mais mon cœur débordait de fierté. Ma fille était en train de se relever. Lentement, maladroitement. Mais elle se relevait. 2 semaines plus tard, nous avons été convoqués au cabinet de Maître Beaumont. Il avait des nouvelles. Anaïs Vernet a accepté de plaider coupable, a-t-il annoncé en croisant les mains sur son bureau. En échange, le procureur a réduit les charges. Elle écope de 18 mois de prison avec sursis
d'une interdiction d'exercer toute activité liée aux réseaux sociaux pendant 5 ans et de l'obligation de rembourser intégralement les sommes détournées. « Elle va payer ?» a demandé Noémie, incrédule. « Elle n'a pas le choix. Ses comptes ont été saisis. Elle possédait un appartement à Talence qu'elle devra vendre. Ça couvrira une partie de la dette. Pour le reste, elle a accepté un échéancier sur 10 ans. » Noémie a hoché la tête sans sourire. Il n'y avait pas de victoire dans tout ça, juste une fermeture nécessaire. En sortant du cabinet, nous avons marché jusqu'à la cathédrale Saint-André. Le ciel était d'un bleu limpide, l'un de ces ciels d'hiver qui donnent l'impression que l'air lui-même a été lavé. Noémie s'est arrêtée devant le portail. « On peut entrer ?» Je l'ai regardée, surprise. Elle n'était pas croyante, ou du moins, elle ne l'avait jamais été. Mais j'ai acquiescé, et nous sommes entrés ensemble. L'intérieur était presque vide, comme la dernière fois que j'y étais venue. La même femme âgée, ou peut-être une autre, priait dans la même chapelle latérale. Nous nous sommes assises sur un banc, côte à côte, en silence. Au-dessus de nous, les voûtes s'élevaient dans une géométrie parfaite, soutenues par des piliers qui défiant toute logique terrestre. « Tu crois en Dieu ?» a demandé Noémie à voix basse. « Je ne sais pas. Je crois qu'il y a des choses plus grandes que nous. Des principes, peut-être. La justice, la patience, le pardon. » Le pardon. Elle a répété le mot comme si elle le goûtait. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. Tu n'es pas obligé. Pas maintenant, en tout cas. Le pardon, ce n'est pas dire que ce qu'elle a fait est acceptable. C'est juste refuser de porter indéfiniment le poids de sa trahison. Noémie a hoché la tête lentement. Et toi ? Tu m'en veux de t'avoir dit toutes ces horreurs ? De t'avoir traitée d'égoïste, de contrôlante ? J'ai pris sa main dans la mienne. Non, parce que je sais que ce n'était pas vraiment toi qui parlais. C'était la peur, la confusion, la manipulation. Et maintenant, tu es là. C'est tout ce qui compte. Elle a serré ma main en retour. Et nous sommes restés là, assises dans cette cathédrale silencieuse, entourée de siècles de prières et de secrets murmurés. Quelque chose s'apaisait en moi. Quelque chose que je n'avais même pas réalisé porter. 1 mois plus tard, Noémie a trouvé un emploi. Rien de prestigieux. Assistante dans une petite agence de communication du quartier Chartron. Mais c'était un début. Elle se levait tôt, prenait le tramway, rentrait fatiguée mais avec une lueur nouvelle dans le regard. Elle recommençait à me parler de ses journées, des collègues, des clients difficiles, des petites victoires quotidiennes. Un dimanche, elle m'a proposé d'aller au marché des Capucins, comme avant. Comme toujours, nous avons marché entre les étals, saluant l'affineur qui nous a reconnus et nous a offert un morceau de comté de 2 ans. Nous avons acheté des légumes chez le maraîcher bio, des fleurs chez la fleuriste qui fait toujours des bouquets démesurés. Nous avons bu un café sur une terrasse, regardant les gens passer, écoutant les conversations qui se croisaient en français, en arabe, en portugais. « Ça m'avait manqué », a dit Noémie en remuant son café. « À moi aussi. Je suis désolée de t'avoir fait du mal, maman. Je sais. Et moi, je suis désolée de ne pas avoir su te protéger avant que ça arrive. Tu m'as protégée. À ta façon. En construisant ce dossier, en attendant le bon moment. Tu m'as sauvée. Non, je t'ai juste donné les outils pour te sauver toi-même. » Elle a souri. Un vrai sourire. Le premier depuis des mois. Nous sommes rentrés ensemble, les bras chargés de provisions. J'ai préparé le gratin dauphinois. Nous avons mangé en écoutant de la musique, en parlant de tout et de rien. Et pour la première fois depuis si longtemps, j'ai eu l'impression que ma fille était vraiment revenue. Pas celle d'avant, on ne revient jamais vraiment, mais une version nouvelle, plus forte, plus lucide. Une version qui avait traversé le feu et en était sortie changée, mais vivante. Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je réalise que je n'ai pas gagné. Personne n'a gagné. Anaïs a perdu sa liberté et sa réputation. Noémie a perdu son innocence et plusieurs mois de sa vie. Et moi, j'ai perdu cette illusion que je pouvais toujours protéger ma fille du monde. Mais nous avons survécu. Et parfois, survivre, c'est déjà une forme de victoire. Les fondations que j'ai bâties, pas celles en béton et en acier de mes immeubles, mais celles, invisibles et fragiles, de notre relation, ont tenu.
Elles ont craqué, elles ont failli s'effondrer, mais elles ont tenu. Parce qu'on ne construit rien de solide dans la précipitation. Parce que la patience est une forme d'amour. Et parce que parfois, la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner, c'est d'attendre en silence que l'autre soit prêt à voir la vérité. Même si cette attente nous brise de l'intérieur. Le printemps est revenu sur Bordeaux avec une douceur presque timide, comme s'il hésitait à effacer complètement les traces de l'hiver. Les magnolias du jardin public ont fleuri en premier, explosant en corolles blanches et roses qui embaumaient l'air tiède. Les terrasses se sont remplies à nouveau. Les cyclistes ont repris possession des pistes le long de la Garonne et la ville entière semblait émerger d'une longue hibernation. Noémie travaillait maintenant depuis 4 mois à l'agence de communication. Ce n'était pas un emploi de rêve. Elle passait ses journées à rédiger des newsletters, à gérer des calendriers éditoriaux, à répondre à des clients parfois capricieux. Mais c'était honnête, c'était à elle. Elle rentrait fatiguée le soir, mais avec cette satisfaction discrète qu'on éprouve quand on a accompli quelque chose de concret. Elle avait trouvé un studio près de la place Gambetta, un petit appartement au 5e étage sans ascenseur, avec une fenêtre qui donnait sur les toits d'ardoise. Rien de luxueux, mais c'était le sien. Elle l'avait meublé avec des pièces chinées, aux puces de Saint-Michel, une table bancale qu'elle avait repeinte en bleu pâle, un canapé en velours élimé, mais confortable, des étagères neuves fabriquées avec des planches et des briques. Quand je suis venue pour la première fois, elle m'a fait visiter avec une fierté presque enfantine. « C'est petit, mais c'est chez moi », avait-elle dit en souriant. « Personne ne peut me le prendre. » J'avais compris ce qu'elle voulait dire. Ce n'était pas une question de mètre carré ou de décoration. C'était une question de souveraineté. Après avoir été dépossédée de son identité, de son nom, de sa signature, elle se reconstruisait pierre par pierre, décision par décision. Le procès d'Anaïs n'a finalement pas eu lieu. Comme l'avait prédit Maître Beaumont, elle a plaidé coupable pour éviter un procès public. Lors de l'audience de validation de la transaction pénale, j'ai accompagné Noémie au tribunal de grande instance. Nous sommes entrés dans cette salle aux boiseries sombres, au plafond haut, où régnait une atmosphère de solennité presque religieuse. Anaïs était là, assise entre ses 2 avocats. Des hommes en costume sombre qui parlaient à voix basse, consultant des dossiers épais. Elle avait changé. Plus de tailleur impeccable ni de maquillage parfait. Elle portait un chemisier blanc simple, un pantalon noir, les cheveux tirés en arrière. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. Quand elle a croisé notre regard, elle a détourné les yeux immédiatement, les épaules affaissées. Le juge, une femme dans la 50aine, aux traits sévères mais justes, a lu les charges, les aveux, les modalités de la transaction. 18 mois de prison, avec sursis. Interdiction d'exercer toute activité liée aux réseaux sociaux pendant 5 ans. Obligation de rembourser la totalité des sommes détournées, soit 43 000 €, selon un échéancier de 10 ans. Suivi psychologique obligatoire pendant 2 ans. « Comprenez-vous les termes de cette transaction ?» a demandé le juge. « Oui, Madame la Présidente. » A murmuré Anaïs d'une voix à peine audible. « Acceptez-vous ces conditions ?» Oui, bien. L'audience est close. C'était fini. Pas de grande déclaration, pas de confrontation dramatique. Juste une bureaucratie judiciaire qui suivait son cours, transformant une trahison en ligne comptable et en échéancier de remboursement. En sortant du tribunal, Noémie est restée silencieuse. Nous avons marché jusqu'à un petit square près du palais de justice, où des enfants jouaient sur des balançoires, sous le regard de leurs parents. Nous nous sommes assises sur un banc, au soleil. Je pensais que je ressentirais quelque chose, a dit Noémie après un long silence. De la satisfaction, de la vengeance, je ne sais pas. Mais je ne ressens rien, juste du vide. C'est normal, la justice ne répare pas ce qui a été cassé. Elle sanctionne, elle dissuade, mais elle ne guérit pas. Alors qu'est-ce qui guérit ? Le temps et le pardon. Pas pour elle, pour toi. Noémie a tourné la tête vers moi, les yeux plissés. Tu crois vraiment que je devrais lui pardonner ? Je crois que tu devrais te pardonner à toi-même d'abord, de t'être fait avoir, de lui avoir fait confiance.
de m'avoir repoussé. Toutes ces choses dont tu te sens coupable et qui ne sont pas vraiment ta faute. » Elle a détourné le regard, fixant les enfants qui couraient et riaient. « C'est dur, je sais. Et toi, tu m'as pardonné ? » ?»« Il n'y a rien à pardonner, ma chérie. Tu as été manipulée par quelqu'un de beaucoup plus expérimenté que toi. Tu as fait des erreurs, oui. Mais qui n'en fait pas ? Toi. » J'ai souri malgré moi. « Détrompe-toi. J'ai fait des tonnes d'erreurs. Avec toi, avec ton père, avec mes choix de vie. La différence, c'est que j'ai eu le temps de les commettre discrètement, sans que personne ne me juge publiquement. » Noémie a posé sa tête sur mon épaule, comme elle le faisait quand elle était petite et qu'elle avait besoin de réconfort. « Merci d'être restée, maman. Merci de ne pas m'avoir abandonnée quand j'étais odieuse. Les mères ne abandonnent pas, c'est dans le contrat. » Elle a ri, un petit rire fatigué mais sincère. Et nous sommes restés là, sur ce banc, à regarder les enfants jouer, tandis que le soleil déclinait lentement sur les toits de Bordeaux. En mai, quelque chose d'inattendu s'est produit. Noémie m'a appelée un samedi matin, sa voix vibrante d'une excitation que je ne lui avais pas entendue depuis des années. « Maman, tu es libre demain ? » ?»« Probablement. Pourquoi ? J'ai quelque chose à te montrer, quelque chose d'important. » Elle n'a rien voulu dire de plus, malgré mes questions. Le dimanche suivant, elle est passée me chercher en début d'après-midi, un sourire mystérieux aux lèvres. Nous avons pris le tram jusqu'à la gare Saint-Jean, puis un bus qui nous a emmenés vers Senon, une commune en hauteur qui domine Bordeaux de l'autre côté de la Garonne. « Où m'emmènes-tu exactement ? » ?»« Tu verras. Nous sommes descendus près d'un quartier en rénovation, où d'anciens entrepôts industriels étaient là transformés en loft et en espaces culturels. Noémie m'a guidée à travers des ruelles pavées, jusqu'à un bâtiment de briques rouges, avec de grandes baies vitrées. Une enseigne discrète indiquait « L'atelier, espace de création collective. » C'est quoi cet endroit ? Entre. À l'intérieur, c'était un grand espace ouvert, lumineux, avec des tables de travail, des étagères remplies de matériel artistique, des œuvres en cours, accrochées au mur. Une dizaine de personnes s'affairaient. Certains peignaient, d'autres dessinaient, d'autres encore travaillaient sur des ordinateurs. L'atmosphère était concentrée mais détendue, ponctuée de conversations à voix basse et de rires occasionnels. Une jeune femme aux cheveux courts teints en violet s'est approchée de nous. « Noémie, tu es venue. Camille, je te présente ma mère, Sylviane. » Camille m'a serré la main avec un large sourire. « Enchantée. Noémie nous a beaucoup parlé de vous. Architecte, c'est fascinant. Vous devez avoir un œil incroyable pour les espaces. »« Je fais ce que je peux, » ai-je répondu modestement, encore un peu perdue. « Qu'est-ce que cet endroit exactement ? » ?»« Un collectif d'artistes et de créatifs, » a expliqué Camille. « On loue cet espace ensemble pour travailler, se soutenir mutuellement, partager des compétences. Pas de hiérarchie, pas de compétition, juste de la création honnête. » Je me suis tournée vers Noémie. « Et tu... » ?»« J'ai rejoint le collectif il y a 3 semaines, » a dit ma fille, les joues légèrement rosies. « Je viens ici après le travail, et le week-end. Je dessine, principalement, des illustrations pour des livres jeunesse. Camille est éditrice. Elle m'a proposé de travailler sur un projet avec elle. Noémie a un vrai talent, » a ajouté Camille. « Ses dessins sont sensibles, poétiques. Exactement ce qu'on cherche pour notre nouvelle collection. » J'ai regardé ma fille, cette jeune femme qui quelques mois plus tôt était effondrée dans mon bureau, brisée par la trahison. Et maintenant, elle était là, dans cet espace rempli de lumière et de créativité, parlant de ses projets avec une assurance tranquille. « Tu veux me montrer ce que tu fais ?» ai-je demandé doucement. Noémie m'a conduite vers un coin de l'atelier, où elle avait installé son espace de travail. Sur la table, des carnets de croquis, des pinceaux, des aquarelles. Et sur un chevalet, une série d'illustrations représentant des animaux de la forêt. Un renard, une chouette, un cerf, peint avec une délicatesse qui m'a coupé le souffle. « C'est pour un livre sur les saisons, » a expliqué Noémie. L'histoire d'un petit renard qui apprend à faire confiance à nouveau après avoir été trahi par un autre animal. C'est
Assez personnel, tu t'en doutes. J'ai regardé les dessins longuement, sentant une boule se former dans ma gorge. Les couleurs étaient douces, automnales, des ocres, des rouges profonds, des verts sombres. Le petit renard avait des yeux immenses, vulnérables mais courageux. On sentait la douleur dans chaque trait, mais aussi l'espoir. C'est magnifique, Noémie. Vraiment? Vraiment. Elle a souri, ce sourire timide qu'elle avait enfant quand elle me montrait ses dessins d'école. Et j'ai réalisé que c'était ça, la reconstruction. Pas un retour en arrière, pas une tentative de retrouver ce qui avait été perdu, mais une création nouvelle, à partir des débris et des cicatrices. Les semaines suivantes, Noémie s'est épanouie. Elle jonglait entre son travail à l'agence et ses projets artistiques, dormant peu, mais vivant intensément. Elle s'est fait de nouveaux amis au sein du collectif, des gens authentiques, passionnés, qui ne cherchaient ni à l'exploiter, ni à la changer. Elle me parlait d'eux avec affection, me racontait leurs projets, leurs rêves, leurs galères aussi. Un soir de juin, elle m'a invitée à dîner chez elle. Elle avait cuisiné, des légumes grillés, du poisson au four, rien de sophistiqué mais fait avec soin. Nous avons mangé sur son petit balcon, écoutant les bruits de la ville en contrebas, regardant le ciel virer au rose, puis au violet. « Je voulais te dire quelque chose », a commencé Noémie en reposant son verre de vin. J'ai repris contact avec papa. J'ai senti mon cœur se serrer légèrement, mais je me suis efforcée de rester neutre. « Ah oui ? Il m'a appelé il y a 2 semaines. Il avait entendu parler de ce qui s'était passé. Je ne sais pas comment, probablement par une connaissance commune. Il s'est excusé de ne pas avoir été là, de ne jamais être là. On a parlé longtemps. Et comment tu te sens ? Étrangement apaisée. Je ne lui ai pas pardonné d'être parti, de nous avoir abandonnés. Mais je comprends mieux maintenant. Papa n'est pas méchant. Il est juste, absent. C'est sa nature, comme certains oiseaux migrent sans jamais revenir. Ce n'est pas personnel. C'est une vision très mature. J'ai grandi d'un coup, ces derniers mois. Elle a souri tristement. Pas vraiment de la manière dont j'aurais voulu, mais bon. Et avec moi ? On est bien, toi et moi ? Noémie a tendu la main par-dessus la table et a saisi la mienne. On est plus que bien. Tu m'as sauvée, maman. Et pas juste d'Anaïs. Tu m'as sauvée de moi-même, de ma naïveté, de ma quête désespérée de validation externe. Tu m'as montré que l'amour véritable, ce n'est pas de la flatterie ou des promesses faciles. C'est de la vigilance, de la patience et parfois du courage pour dire des vérités que personne ne veut entendre. Les larmes me sont montées aux yeux malgré moi. Je n'ai fait que ce que n'importe quelle mère aurait fait. Non, beaucoup de mères auraient laissé tomber. Beaucoup auraient dit « Elle est adulte, elle doit apprendre par elle-même » et m'auraient abandonnée à mon sort. Toi, tu es resté, même quand je te haïssais, même quand je te disais des horreurs. Tu es resté parce que tu es ma fille et qu'on ne renonce pas à ceux qu'on aime. Nous avons pleuré ensemble sur ce petit balcon, entourés par les bruits de Bordeaux, des klaxons lointains, des rires de passants, le tintement d'un tramway qui passait en bas. Et dans ces larmes, il y avait à la fois du chagrin pour ce qui avait été perdu et de la gratitude pour ce qui avait été préservé. Juillet est arrivé avec sa chaleur étouffante et ses après-midi languissantes. Les Bordelais désertaient la ville pour les plages de la côte atlantique. Lacanau, Arcachon, Cap-Ferret. Mais moi, je restais. J'aimais Bordeaux l'été, quand elle se vidait et qu'on pouvait enfin marcher sur les quais sans bousculer des touristes, à chaque pas. Un dimanche, Noémie m'a proposé quelque chose d'inhabituel. Et si on allait à la messe ? Je l'ai regardée, surprise. À la messe ? Depuis quand tu ? Je ne sais pas. J'ai juste envie. De silence. De recueillement. Ça te dit ? Nous sommes allés à la basilique Saint-Michel, cette immense église gothique qui domine le quartier du même nom. La messe de 11h venait de commencer quand nous sommes entrés. L'intérieur était frais, presque froid, et résonnait du chant de l'orgue. Nous nous sommes installés sur un banc au fond, comme des visiteuses discrètes. Je n'avais pas assisté à une messe complète depuis les funérailles de ma mère.
presque 20 ans plus tôt. Mais les gestes me revenaient. Se signer en entrant, s'asseoir et se lever au bon moment, écouter les lectures et les prières. C'était étrange et familier à la fois, comme enfiler un vieux manteau oublié au fond d'un placard. Le prêtre, un homme âgé à la voix douce, parlait du fils prodigue, cette parabole que tout le monde connaît. L'enfant qui quitte sa famille, dilapide son héritage, touche le fond et finit par revenir, honteux et repentant. Et le père qui l'accueille sans reproche, qui organise une fête, qui tue le veau gras. Ce père, disait le prêtre, ne demande pas d'explication. Il ne dit pas « je te l'avais bien dit ». Il ne punit pas, il accueille. Parce que l'amour véritable ne compte pas les offenses. Il ne garde pas de registre des torts. Il pardonne, encore et encore. J'ai senti Noémie se raidir à côté de moi. Elle écoutait intensément, les yeux fixés sur l'autel. Après la messe, nous sommes restés assises un moment, dans le silence qui suit toujours ces célébrations. Ce mélange de conversation à voix basse et de pas feutrés sur le dallage. Puis, Noémie s'est levée et s'est dirigée vers un autel latéral où brûlaient des cierges. Elle a pris une bougie, l'a allumée à la flamme d'une autre et l'a placée parmi les dizaines d'autres qui tremblotaient doucement. « Pour qui tu l'as allumée ?» ai-je demandé en la rejoignant. « Pour grand-mère, ta mère. Je ne l'ai presque pas connue, mais tu m'as tellement parlé d'elle. Et je pense qu'elle aurait été fière de toi, de ce que tu as fait pour moi. » Ma gorge s'est serrée. Ma mère, cette femme pieuse et douce, qui portait toujours sa médaille de la Vierge et qui allumait des cierges pour tout et n'importe quoi, elle aurait effectivement été fière. Pas de mes immeubles ou de mes projets architecturaux, mais de la façon dont j'avais protégé sa petite fille. J'ai allumé un cierge à mon tour. Pour ma mère, oui, mais aussi pour Noémie, pour le chemin qu'elle avait parcouru et celui qu'il lui restait à parcourir, pour sa capacité à se relever, à pardonner, à créer de la beauté à partir de la souffrance. Nous sommes sortis de la basilique main dans la main, comme elle le faisait petite quand nous traversions la rue. Le soleil de juillet était aveuglant après la pénombre de l'église. Bordeaux scintillait sous la chaleur, belle et vivante. En août, le livre de Noémie, enfin, le livre qu'elle avait illustré, est sorti en librairie. Une petite édition locale, rien de spectaculaire. Mais quand je l'ai tenu entre mes mains, quand j'ai tourné les pages et vu ses dessins imprimés, accompagnés de ce texte simple et touchant sur le petit renard qui réapprend la confiance, j'ai su que c'était bien plus qu'un livre. C'était un témoignage, une trace, la preuve qu'on peut transformer le poison en remède, la trahison en création. Noémie a organisé une petite séance de dédicace à la librairie Mola, cette institution bordelaise, rue Vital-Carles. Il est venu une quinzaine de personnes, des amis du collectif, des collègues de l'agence, quelques curieux. Je me suis tenue en retrait, observant ma fille signer des exemplaires, sourire aux gens, expliquer son travail avec une humilité qui me faisait chaud au cœur. À un moment, une petite fille d'environ 7 ans est venue avec sa mère. Elle tenait le livre serré contre elle, les yeux émerveillés. « C'est vous qui avez fait les dessins ?» a-t-elle demandé timidement. « Oui, c'est moi. Ils sont trop beaux. Le renard, il me ressemble un peu. Parce que moi aussi, des fois, j'ai peur de faire confiance. » Noémie s'est penchée vers elle, les yeux brillants. « Tu sais quoi? C'est normal d'avoir peur. Mais le renard de l'histoire, il apprend que même si on a été blessé, ça vaut quand même le coup de réessayer. Parce que sinon, on reste tout seul dans sa tanière. Et c'est triste. » La petite fille a hoché la tête gravement. « Je vais réessayer alors. Bravo, tu es courageuse. » Après le départ de l'enfant et de sa mère, Noémie m'a regardée, les larmes aux yeux. C'est fou, non? Cette petite fille a compris. Elle a vraiment compris ce que j'ai voulu dire. Parce que c'est sincère. Les gens, même les enfants, surtout les enfants, sentent la différence entre ce qui est authentique et ce qui est fabriqué. Septembre est arrivé avec sa lumière dorée, cette qualité particulière de l'automne naissant qui rend Bordeaux encore plus belle. Les feuilles des platanes commençaient à roussir. L'air se rafraîchissait doucement.
On sentait la rentrée, ce mélange d'excitation et de mélancolie qui accompagne toujours les nouveaux départs. Un samedi matin, Noémie est venue chez moi sans prévenir. Elle portait un sac à dos et avait cet air décidé que je commençais à bien connaître. « J'ai quelque chose pour toi. » Elle a sorti de son sac une petite boîte enveloppée dans du papier craft. Je l'ai ouverte délicatement. À l'intérieur, un cadre contenant une aquarelle originale, pas tirée du livre, mais créée spécialement. Elle représentait 2 silhouettes, une grande et une petite, marchant côte à côte sur un chemin bordé d'arbres. On ne voyait pas leur visage, juste leur dos, leurs mains qui se frôlèrent presque. Au-dessus d'elles, le ciel était traversé de nuages, mais entre les nuages, des trouées de lumière. « C'est nous », a dit Noémie simplement. Après la tempête, j'ai serré le cadre contre moi, incapable de parler. Toutes les émotions de l'année écoulée remontaient d'un coup. La peur, l'angoisse, la colère, mais aussi la fierté, la tendresse, l'espoir. Merci, ma chérie. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Non, maman. Le plus beau cadeau, c'est celui que tu m'as fait. Tu m'as rendu ma vie. Aujourd'hui, 1 an après ce jeudi de décembre où tout a explosé dans mon bureau, je regarde en arrière et je me dis que les fondations ont tenu. Noémie travaille toujours à l'agence, mais elle a négocié un temps partiel pour se consacrer davantage à l'illustration. Elle a signé pour un 2e livre. Elle vit toujours dans son petit studio à Gambetta qu'elle a progressivement transformé en un cocon chaleureux et personnel. Nous nous voyons régulièrement, pas tous les jours, mais assez souvent. Le dimanche, nous allons parfois au marché, comme avant, ou nous nous promenons le long des quais, ou nous allons simplement boire un café quelque part, parler de tout et de rien. Elle ne parle jamais d'Anaïs. Cette page est tournée, archivée dans un coin de sa mémoire qu'elle ne visite plus. Les remboursements arrivent ponctuellement chaque mois. 200 € virés par ordonnance judiciaire. Un jour, dans 10 ans, la dette sera soldée. Mais l'argent n'a jamais été l'essentiel. Ce qui compte, c'est que ma fille a survécu. Plus que ça, elle a prospéré. Elle a transformé une trahison en création, une manipulation en force. Elle est devenue quelqu'un que je respecte profondément, pas seulement parce qu'elle est ma fille, mais parce qu'elle est devenue une femme intègre, lucide, courageuse. Un dimanche d'octobre, alors que nous marchions sur le pont de pierre, regardant la Garonne couler lentement sous nos pieds, Noémie m'a demandé « Tu as des regrets ?»« Sur quoi ? Sur la façon dont tu as géré tout ça. Le dossier, l'enquête, la révélation. Tu aurais fait différemment ?» J'ai réfléchi longuement avant de répondre. « Non, je ne pense pas. Parce que te confronter plus tôt n'aurait servi à rien. Tu n'étais pas prête à entendre. Il fallait que tu touches le fond, que tu vois par toi-même jusqu'où Anaïs était prête à aller. C'était douloureux, mais nécessaire. Et si j'avais refusé de te croire, si j'avais pris son parti même après avoir vu les preuves, alors j'aurais accepté, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à voir la vérité. On peut juste la poser devant elle et espérer qu'elle aura le courage de la regarder. Noémie a hoché la tête pensivement. « Tu sais ce que j'ai appris dans tout ça ? Dis-moi que l'amour véritable, ce n'est pas de dire oui à tout, ce n'est pas de facilité, c'est d'être présent, même quand c'est difficile, même quand on te déteste, même quand on te dit des horreurs. Tu es resté. Et ça, c'est le plus grand acte d'amour que quelqu'un m'ait jamais donné. » Nous avons continué à marcher en silence, le vent d'automne soulevant nos cheveux, le soleil déclinant teintant le fleuve de reflets cuivrés. Derrière nous, la ville se déployait. Les flèches des églises, les toits d'ardoises, les grues des chantiers qui construisaient l'avenir. Et j'ai pensé à toutes ces cathédrales bâties sur des siècles, pierre par pierre, génération après génération. Les bâtisseurs qui posèrent les premières fondations ne verraient jamais les voûtes achevées. Mais ils construisaient quand même, dans la foi que quelque chose de beau et de durable émergerait de leur labeur patient. C'est ça, finalement, être parent. C'est poser des pierres sans savoir exactement quelle forme prendra l'édifice. C'est avoir la foi que nos efforts, même invisibles, même ingrats, serviront de fondation à quelque chose de plus grand que nous.
Le soir tombe sur Bordeaux. Les réverbères s'allument un par un le long des quais. Les terrasses se remplissent de gens qui rient et trinquent. La vie continue, indifférente aux petits drames qui se jouent dans l'ombre. Mais moi, je sais qu'on a gagné quelque chose de précieux. Pas une victoire éclatante, pas une revanche spectaculaire, juste la certitude tranquille que l'amour, le vrai, celui qui ne compte pas les offenses et ne se fatigue jamais, peut traverser les tempêtes et ressortir intact. Noémie marche à côté de moi, les mains dans les poches, fredonnant une mélodie que je ne connais pas. Elle est lumineuse sous les lampadaires, plus belle que jamais. Pas de cette beauté artificielle qu'Anaïs essayait de vendre, mais de cette beauté authentique qui vient de l'intérieur. La beauté de quelqu'un qui s'est battu et qui a gagné contre ses propres démons. Maman ? Oui, merci pour tout. De rien, ma chérie, c'est mon rôle. Non, c'est plus que ça, c'est de l'amour. Je prends sa main dans la mienne et nous continuons à marcher, côte à côte, sur ce pont qui relie les deux rives de la Garonne, comme nous avons réussi à reconstruire le pont entre nos deux cœurs. Les fondations tiennent. Elles ont toujours tenu. Et elles tiendront toujours. Épilogue. 2 ans plus tard, je reçois une invitation par la poste. Une carte épaisse, imprimée sur un papier de qualité, avec une calligraphie élégante. Vous êtes cordialement invité à l'inauguration de l'exposition « Reconstruire » de Noémie Duchamp, artiste illustratrice. Galerie Espace Créatif, 15 rue Notre-Dame, Bordeaux. Le 12 mars, 18h. Je m'habille avec soin ce soir-là. Une robe simple mais élégante, les boucles d'oreilles que ma mère m'avait offertes pour mes 30 ans. Je marche jusqu'à la galerie à travers les rues de Bordeaux, illuminées par les premiers jours du printemps. La galerie est pleine. Des dizaines de personnes circulent entre les œuvres accrochées au mur. Des illustrations, des aquarelles, des dessins au crayon. Tous explorent le même thème, la reconstruction après la destruction. Des maisons qui renaissent d'armes de leurs ruines, des arbres qui poussent à travers le béton fissuré, des ponts reconstruits pierre par pierre, et au centre, une grande toile qui attire tous les regards. 2 femmes, une plus âgée, une plus jeune, assises sur un banc, regardant une cathédrale en construction. Autour d'elles, des ouvriers portent des pierres, des architectes consultent des plans. Le ciel au-dessus d'elles est traversé de nuages sombres, mais entre les nuages, des trouées de lumière dorée. Au bas de la toile, un titre en lettres discrètes, « Les gardiennes silencieuses ». Noémie se tient près de l'œuvre, entourée de visiteurs qui la félicitent. Quand elle m'aperçoit, son visage s'illumine. Elle s'excuse auprès de ses interlocuteurs et vient vers moi, me prenant dans ses bras, avec une chaleur qui me remplit de gratitude. « Tu es venue. Évidemment, je ne manquerai ça pour rien au monde. » « Alors, qu'est-ce que tu en penses ? » Je regarde autour de moi. Les œuvres, les visiteurs, ma fille rayonnante au milieu de sa création. Je pense que tu as construit quelque chose de magnifique. Pas juste ces tableaux, mais toi, tu t'es reconstruite. On s'est reconstruite, corrige-t-elle en serrant ma main. Ensemble. Et dans ce moment, dans cette galerie remplie de lumière et d'art, née de la souffrance transformée en beauté, je comprends enfin ce que signifie vraiment l'architecture. Ce n'est pas seulement dessiner des bâtiments et calculer des charges, c'est construire des espaces où la vie peut s'épanouir, des structures qui protègent et qui libèrent à la fois, des fondations invisibles mais inébranlables sur lesquelles d'autres peuvent bâtir leurs rêves. C'est ça que j'ai fait pour Noémie. Non pas construire sa vie à sa place, mais créer des fondations suffisamment solides pour qu'elle puisse, le moment venu, construire elle-même son propre édifice, pierre par pierre, jour après jour, avec patience, avec foi et avec l'amour silencieux qui soutient toutes les grandes œuvres. Enfin, on ne construit rien de durable dans la précipitation. Les fondations exigent du temps, de la patience et une foi discrète en ce qui n'est pas encore visible. Sylviane Duchamp, architecte et mère. J'ai essayé d'utiliser la carte de ta mère pour payer le dîner, et elle l'a annulée.
a crié l'ami de ma fille. Pendant qu'elles me confrontaient, toutes les deux, j'ai remis un dossier avec des documents. Et quand elles ont vu ce qu'il y avait dedans, elles sont restées sans voix.